rappelons quelques données. Vous avez l'énergie primaire sur votre gauche, avec les différentes formes d'énergie. Et puis, vous avez l'énergie consommée sur votre droite. Alors, quelques commentaires déjà sur ces deux diagrammes. D'abord, pour l'énergie primaire, on constate que le nucléaire représente à peu près 40% de l'énergie primaire. Bon, donc il est faux déjà de dire que la France c'est 100% nucléaire. L'essentiel, ça reste encore le gaz et le charbon. Ça c'est très important, premier point. D'autre part, et d'ailleurs, si on regarde les mix énergétiques dans les autres pays, la part jaune, elle est plutôt de 20%, en Allemagne, etc. Donc on peut le voir aussi différemment, on peut dire que le nucléaire a grignoté sur le charbon et le gaz. Et historiquement, c'était un des objectifs. Ensuite, quand on passe à l'énergie consommée, on remarque que le nucléaire qui se retrouve principalement dans l'électricité, il y a le gaz un tout petit peu dans l'électricité, parce que le mix est fait de cette manière, a été réduit. Pratiquement, ça a été divisé par 3, par 2,5, on va dire. Alors, la raison de cela, c'est que pour produire de l'énergie, eh bien, vous avez des rendements. Et donc, quand vous le faites avec des centrales classiques ou avec une chaudière thermique, donc c'est avec du nucléaire, du gaz ou du charbon, eh bien, vous avez un rendement de 33-35%. Donc, c'est pas propre au nucléaire, mais c'est pareil pour le gaz et le charbon. Ce qui montre que pour produire de l'électricité, il faut déjà produire beaucoup d'énergie. Pour changer ce paramètre-là, eh bien, j'ai l'habitude de dire qu'il faudrait changer d'univers. Parce que ce qui guide ça, c'est la loi de Carnot. Hein. Donc, si on n'est pas content avec ça, eh bien, il faudrait changer d'univers. Et donc, changer ces lois. Alors, évidemment, on peut améliorer les choses. Hein. Les centrales à gaz, on peut améliorer leur rendement, on peut travailler à des réseaux de chaleur, etc. Mais on a des lois physiques qui sont un peu incompressibles de ce côté-là. Et on se rend compte dans la consommation que là, le gaz et le pétrole, c'est pratiquement les 2/3. Donc, première chose, quand on fait un débat sur l'énergie, attention, ne jamais oublier que l'électricité, c'est 1/3 de la consommation. Les 2/3 du problème, c'est autre chose. Donc déjà, il y a une vision biaisée là-dessus. Hein. Et l'enjeu, justement, ça va être de transférer, on va voir ça, le pétrole et le gaz dans l'électricité. Peut-être aussi un autre commentaire, l'énergie renouvelable. Attention, dans l'énergie renouvelable, il faut mettre, c'est avant tout l'hydraulique, avant tout, et y compris dans le monde, les projections de développement de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est avant tout l'hydraulique. Il est complètement faux d'illustrer un article, par exemple, sur les énergies renouvelables en disant que ça va prendre tant de pourcents d'ici quelques années, etc., avec une photo d'éolienne ou un panneau photovoltaïque. C'est une vision biaisée des choses. C'est essentiellement l'hydraulique et la biomasse. La biomasse. Et donc, 80% de ce que vous voyez là, de l'orange, là, sur l'énergie, contrairement aux idées reçues, c'est avant tout du bois et de l'hydraulique. Attention, l'énergie ne se résume pas seulement à un problème de production d'électricité, le pétrole et le gaz restent dominants. Alors, si on passe à ce qui nous intéresse, on va accentuer ce point-là. Climat et pollution directe pour l'environnement. Alors, notre mix énergétique, quelle est sa performance d'un point de vue environnemental? Vous avez pour chaque pays le dégagement de CO2, l'émission de CO2 par habitant. Par habitant. Donc ça traduit quelque part l'efficacité du système. Et là aussi, ça heurte les idées reçues. Ce sont des données que j'ai eues il y a 4 ans et ça m'a personnellement beaucoup surpris. Vous voyez que la France, 5,7, comparé à un pays qui a une image très écologique, défense de l'environnement, l'Allemagne, on est à 9,8. On est à 9,8. Il y a la Suède qui est 4,9. Et on peut se poser la question de pourquoi ces disparités? Parce que c'est pas rien, ce chiffre. On ne le retrouve pas dans les débats, très souvent sur les débats écologiques traditionnels. Personne n'en parle. Or, c'est une donnée quand même importante. La raison, c'est la différence du mixte. C'est-à-dire qu'essentiellement, c'est l'électricité
française qui est à 90% décarbonée, hydraulique et nucléaire. Alors qu'en Allemagne, il ne faut jamais oublier que c'est quand même l'inverse, hein, c'est 70%, 75% d'électricité qui est produite au charbon et au gaz. La Suède, c'est bon, ils ont beaucoup d'hydraulique, etc. Un petit commentaire sur l'Afrique. Il y a un effondrement de l'Afrique. C'est pas parce qu'ils sont très écolos. Hein, vous voyez bien que c'est aussi un indicateur de développement. Ça me fait penser à cette chose suivante, c'est que quand on dit l'énergie la moins chère, c'est l'énergie que nous ne consommons pas, attention, jusqu'à une certaine limite. Parce qu'à partir d'une certaine limite, ce qu'on ne consomme pas, on le paye très très cher. Et quand on voit l'espérance de vie dans certains pays africains qui ne dépassent pas 40-50 ans, la corrélation, elle est très nette. Hein. Vous discutez avec des médecins africains, ils vous disent que la première chose qui leur manque, c'est la chaîne du froid. C'est pas quand ils vont dans la campagne et puis qu'ils veulent soigner des gens, vous ne pouvez pas vous balader avec des médicaments avec une température de 30 degrés. Et comme ils n'ont pas la chaîne du froid, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Donc, d'où les mortalités infantiles, etc. Donc, jusqu'à un certain point, il faut chasser le gaspillage, faire en sorte que, avec les mêmes usages, on a une meilleure efficacité économique, mais il faut faire attention à l'extrémisme qu'il peut y avoir dans les discours qui axent essentiellement sur la consommation. Autre commentaire par rapport à ces graphes, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de correspondance énergie et dégagement de CO2. Or, dans tous les débats, on fait la confusion. On bascule sur soit l'énergie, l'émission de gaz à effet de serre, sans voir que c'est très différent. La preuve, l'Allemagne et les Français et les Allemands, par habitant, consomment ont à peu près la même consommation d'énergie. Et on voit par ce graphe que, par contre, au niveau du CO2, c'est pas pareil. Donc on peut avoir une consommation d'énergie encore acceptable, tout en luttant très efficacement contre les émissions de CO2. Donc il n'y a pas forcément de correspondance entre les deux. Et ça aussi, ça doit rentrer dans le débat. Alors pourquoi la France a cette performance-là ? Eh bien, regardons du côté des énergies. Et regardons le dégagement de CO2 par kilowattheure produit, hein, c'est-à-dire rapporté. Tout le cycle de vie, c'est-à-dire du premier coup de pioche jusqu'à la remise au vert de la centrale. Ce sont des données de l'AIE. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, le gris foncé, c'est ce qui est dû à la construction du moyen de production. Et le gris clair, c'est le fonctionnement. Donc on comprend bien que pour le charbon, le gris foncé, c'est pas beaucoup. Par contre, le gris clair, c'est tous les wagons de charbon que vous faites rentrer dans la centrale en continu. Donc on s'en doute bien, le charbon, c'est le plus élevé. Le solaire thermique dégage quand même du CO2 parce qu'il faut construire les panneaux solaires, mais ça dépend avec quelle électricité aussi. C'est-à-dire que si vous importez des panneaux solaires d'Allemagne ou de Chine, c'est pas pareil que si on avait une hypothétique industrie du solaire en France. Ensuite, vous avez donc le photovoltaïque, l'éolien, puisque... alors, un mot sur l'éolien, il faut bien voir ce que ça représente. Hein. Une seule éolienne, c'est un véritable ouvrage de génie civil. On ne s'en doute pas, comme ça, on balance des chiffres en disant on en mettra 15 000, 30 000, outre les problèmes de chantier que ça suppose, ce sont des matériaux qui sont, en termes de quantité, rapportés à l'énergie, qui sont considérables. D'où il faut faire très très attention avec un certain discours fallacieux qui consiste à dire que l'éolien, par exemple, c'est une énergie légère, petite, un peu mignon, etc. Non, il faut toujours rapporter à la quantité d'électricité produite. Et quand on rapporte à la quantité d'électricité produite, ça heurte les idées reçues. Mais par exemple, une centrale nucléaire, on dépense 10 fois moins de matières premières que le parc équivalent qui produirait la même électricité en éolien. Et ensuite, à la fin, on voit la géothermie, le nucléaire et l'hydraulique. Donc, les deux grosses énergies actuellement qui produisent beaucoup, qui jouent dans la cour des grands, on va dire, sans les problèmes d'intermittence, etc., et qui ne consomment pas de CO2, ce sont ces deux énergies-là.
Et donc les pays qui mettent une grosse part de leur mix énergétique sur ces deux énergies-là, eh bien, on retrouve le bilan que vous avez vu tout à l'heure. Les pollutions directes. Alors, c'est une chose qui n'est pas très médiatisée, on parle beaucoup du climat. Mais évidemment, le CO2 ne tue pas directement. Il va tuer via toutes les conséquences diffuses qu'il va avoir dans les dizaines d'années. Mais déjà, dès maintenant, on a toutes les pollutions directes. Pollutions directes qui sont dues au chauffage urbain, aux centrales à charbon. Alors nous, on en a peu, mais si on va de l'autre côté du Rhin, eh bien, il y en a beaucoup, et ça traverse les frontières. On a le transport, évidemment, et puis on a tout le domaine de l'industrie, des procédés, etc. Alors, si on regarde, vous avez d'abord les pluies acides, c'est les dégagements de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, qui provoquent des pluies acides. Alors, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus, c'est-à-dire que le dégagement de ces produits-là a été considérablement réduit, mais il y en a encore, parce qu'à un moment donné, vous pouvez réduire à 90%, mais après, pour passer de 10 à 5%, là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, malgré tout, en fonctionnement continu, on a un dégagement continuel d'une centaine de milliers de tonnes de ces produits-là, qui conduit à une acidification des lacs, des océans, que constatent les écologues. Les écologues, c'est-à-dire les scientifiques qui travaillent sur les questions écologiques de façon sérieuse et qui consacrent toute leur vie. Il y a aussi les métaux lourds. Donc il faut savoir que dans du charbon, par exemple, vous avez quelques milligrammes de mercure, y compris d'uranium. Et quand on brûle ce charbon-là, on le retrouve dans la nature. Et d'ailleurs, c'est une surprise quand certains veulent mesurer la radioactivité. Ils se rendent compte que là où il y a le plus de radioactivité, quand ils font les cartes dans les pays, c'est autour des centrales à charbon. C'est parce que ça vient de là. Et ils sont surpris, c'est pas autour des centrales nucléaires, en fait. Donc vous avez le plomb, le mercure, l'arsenic, cadmium. Ce sont des rejets, encore une fois, continuels et qui provoquent, vous devinez, des cancers, des troubles du cerveau, etc. Et ça contamine toute la chaîne alimentaire. Ça, c'est très important et c'est en fonctionnement normal. C'est pas en cas d'accident. C'est tous les jours. Voilà. Ça contamine la chaîne alimentaire avec le phénomène de bioamplification. Vous avez peut-être entendu parler des gros poissons en mer du Nord qu'il ne faut surtout pas consommer. Parce que quand vous avez, même si vous avez une faible consommation de mercure en mer du Nord, une faible concentration, vous avez les petits poissons qui se font manger par les moyens, qui se font manger, etc. Et à chaque fois, quand vous passez d'une chaîne à l'autre, vous multipliez par 10 la concentration dans les tissus. Ce qui fait que vous arrivez avec des phoques qui ont des tissus qui sont empoisonnés par le mercure et on conseille fortement aux gens de ne pas manger ces poissons. Ça vient de là, et ça vient de... Alors, ça pose la question des déchets, parce que pour pouvoir arrêter ça, il faudrait avoir des techniques qui puissent emprisonner tout ça. Alors ça existe, mais bon, ça coûte cher et c'est imparfait. Mais même si on avait ces techniques pour pouvoir emprisonner tous ces déchets-là, c'est une question que je pose souvent dans mes exposés. Quelle est la durée de vie on va dire, d'une tonne de mercure? Parce que ces produits-là, je vous ai dit quelques centaines de milliers de tonnes pour les SO2. Ça, c'est quelques dizaines de tonnes pour chacune de ces produits. Mais quelques dizaines de tonnes chaque an, rien qu'en France, alors qu'il n'y a pratiquement pas de charbon, c'est déjà beaucoup. Vous imaginez ce qui se passe en Allemagne, vous imaginez ce qui se passe en Chine. Alors, si vous avez 1 kilo de mercure, quelle est la durée de vie d'un kilo de mercure? Quelle est la durée de vie d'un million? Bon, j'entends la réponse, donc effectivement c'est infini. C'est pas 100 000 ans, c'est pas 1 million, c'est des centaines de millions d'années. Et donc effectivement, on a un problème, c'est que ces déchets-là, ils hypothèquent l'avenir des générations et des générations sur plusieurs centaines de milliers d'années. Ce discours-là vous rappelle quelque chose, je suppose. C'est la question des déchets nucléaires. Alors, tout ça pour vous dire que la question des déchets nucléaires, leur durée, leur nocivité, elle n'est pas propre au nucléaire. Elle doit être appliquée à toutes les filières de la chimie. Ce qui fait qu'on parle beaucoup du nucléaire, c'est parce que, on les voit, ces déchets.
on se préoccupe de leur devenir et on fait en sorte de les capter. Et donc il y a quand même quelque part une injustice, quelque part on fait des efforts pour intégrer dans la conception tout le cycle de production, y compris dans le traitement des déchets, ce que ne fait pas 90% du secteur chimique. Et tout est focalisé là-dessus. J'ai l'habitude de dire que c'est le syndrome vous savez, des personnes qui sortent de boîte et qui sont un peu bourrées, et ils cherchent leurs clés, ils ont perdu leurs clés. Et donc, alors ils cherchent sous le lampadaire, et on leur demande, mais pourquoi pourquoi tu cherches sous le lampadaire? Il vous dit, la réponse, elle fuse, c'est parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Hein. Et bien sur les questions des déchets nucléaires, etc., on est de cet ordre de raisonnement. Comment ça va évoluer? Est-ce qu'on va vers une stabilisation? Ça peut paraître provocant de dire ça, mais ce serait déjà une performance. Parce que avec l'accroissement démographique, la France est moins concernée que le reste du pays du monde, mais quand même ça joue. Et on constate que régulièrement, on a la courbe qui monte. Donc déjà, il faut déjà empêcher la courbe de monter. Et ça, ce serait déjà pas mal, jusqu'en 2050. Hein, c'est-à-dire, jusqu'en 2050, empêcher la courbe. Est-ce qu'on peut être plus ambitieux? Moins 10, moins 20, moins 30%, voire un peu au-delà? Pour ça, il faut voir avec les scénarios ce que l'on peut faire. Par contre, ce qui ne fait pas débat, c'est que la part de l'électricité va augmenter dans cette énergie-là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la voiture électrique, le train, le tramway, qui vont prendre une plus grande importance dans la part de l'énergie. Je n'hésite pas à le dire, par exemple, l'enjeu de la voiture électrique, c'est-à-dire que si on arrivait à faire basculer l'essentiel du transport, voiture individuelle, et aussi camion, qui représente la moitié, il ne faut pas l'oublier, transport en camion, du côté électrique, c'est une mesure de sanitaire publique du même ordre de grandeur que le tout à l'égout. Imaginez l'Île-de-France avec les 5-6 millions de véhicules qui ne rejettent plus des CO2. On change la vie des Parisiens, on change toutes les données sanitaires, etc. Hein, et donc, à cause de cet enjeu-là, il est souhaitable de basculer le plus de choses du côté électrique. Hein. Évidemment, tout ça pour réduire, vous voyez, hein, la pollution voiture, etc., le réduire à minima. Et enfin, évidemment, il n'y a pas que l'électricité, mais il y a toutes les énergies renouvelables qui peuvent prendre une part beaucoup plus importante dans ce qu'elles savent le mieux faire. Est-ce que c'est le mieux faire, les énergies renouvelables? Eh bien, ce sont plutôt dans la production de chaleur, c'est-à-dire le bois, les chauffe-eau solaires, etc. On peut se poser d'ailleurs la question pourquoi les chauffe-eau solaires ne sont pas autant médiatisés que l'homologue du photovoltaïque. Peut-être qu'il n'y a pas autant d'argent à se faire. Hein. Je vous rappelle qu'un chauffe-eau solaire rudimentaire, un sac poubelle noir rempli d'eau, vous le mettez au soleil, vous voyez que la température de l'eau a largement augmenté. Ça vous donne une idée ça coûte pas grand-chose, mais il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Et donc, par contre, sur l'électricité, le renouvelable est beaucoup moins efficace. Donc il faut aussi faire du renouvelable, mais lui faire faire ce qu'elle sait le mieux faire. Alors, on va faire un exercice très simplificateur, mais l'avantage de ces exercices-là, c'est qu'ils permettent d'avoir des ordres de grandeur. Et on va par exemple se dire, tiens, il y a 30 millions de voitures à pétrole, 30 milliards d'euros d'importation de pétrole. Ça représente ça. Si on extrait, en fait, ce n'est pas 30 milliards, je voulais rectifier la diapo, c'est 15 milliards. 30 milliards, c'est ce que nous coûte le transport en voiture et le camion. Hein, c'est à peu près la même chose en dépenses. Hein. Donc il faut compter, dites-vous bien qu'il y a 15 milliards. Donc 30 millions de voitures qui nous coûtent 15 milliards d'euros, rien qu'en pétrole, par an.